Reçu par Sarah qui vient du Benelux. De Belgique, de Bruxelles. Hein. Oui. Mais bon, disons que la société, elle est luxembourgeoise, enfin aussi. Tout à fait, luxembourgeoise. Voilà, donc le Bonjour Benelux. et bienvenue. Et vous êtes donc quelqu'un qui a une activité au niveau de la télévision. Absolument. Je passe régulièrement à la télévision pour des émissions de voyance où on m'appelle et je réponds aux questions tant sentimentales que sur le travail. Toutes les questions, mais on n'a pas le droit de répondre ni au juridique ni au médical. Ça, on n'a pas le droit. Juridique non plus, d'accord. Voilà, mais on répond à toutes les questions, on a quelques minutes pour cela. J'ai fait au départ partie d'une autre émission où c'était vraiment une question, on allait beaucoup plus loin. Et maintenant, je travaille pour Astrovoyance. Et Voyance de luxe, ça c'est une... Oui, c'est ça, j'ai vu votre carte voilà, de visite. Vous avez vu, donc ça c'est notre call center, et où il y a toute une équipe, mais en tout cas, je travaille pour la télévision. Et de ce fait-là, en étant connu par la télévision, les gens m'appellent pour pouvoir me poser des questions. En dehors, il y en a qui préfèrent être intimes, bien sûr, en toute intimité. Donc, et c'est plus long aussi. Donc, on va loin. Et beaucoup de vos clients vous ont vu à la télévision d'abord. Oui, ils m'ont vu, ils me connaissent par la télévision, effectivement. Donc, ça a changé un peu votre vie, d'avoir mis le pied dans la télévision. Enfin, vous travailliez déjà avant, je suppose. Voilà, je faisais ce métier depuis de longues années, mais d'une manière un peu plus aléatoire, disons, voilà, parce que j'avais d'autres activités aussi. Et puis j'ai été prise un petit peu à partir d'un certain moment. Déjà, j'avais finalement la naissance de mon fils a beaucoup changé de choses et j'ai accepté ma médiumnité pure. Et à partir de là, les choses sont enclenchées. Donc il y a à peu près 25 ans, voilà. Et donc vous ne pensez pas que c'est nécessaire, je crois que vous m'aviez dit ça dans notre entretien, ce n'est pas nécessaire de voir la personne, c'est ça? Ce n'est pas nécessaire, pas du tout. On peut lui parler au téléphone, on peut lui parler au téléphone pour avoir tous les renseignements, enfin, et en tout cas la voix capter oui. sa vie, même ce qui est le passé et le futur, bien entendu. Le présent, mais le présent il fait partie du passé et c'est au présent qu'on construit le futur. C'est très important. Donc si vous voulez, moi j'ai discuté avec pas mal de gens dans ce salon, parce que nous sommes à Parapsy, à Paris. Absolumément. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et on peut se poser la question, par exemple, les personnes qui disent je vais vous aider à réaliser vos attentes. Oui. Est-ce que ce sont forcément les bonnes attentes? Est-ce que les gens veulent les choses qui leur conviennent véritablement? Est-ce que ça pose un problème de conscience de vous dire est-ce que vraiment c'est bon pour la personne qu'elle obtienne ce qu'elle veut? Si tant est que ce soit la demande qu'on a. Chez moi, je ne fonctionne pas comme ça. Non. Non, je vais répondre à ce que je vois. Et je suis persuadée que l'on peut intervenir dans sa propre vie, dans l'ici et maintenant, afin de transformer sa vie. Oui. C'est aussi une question de développement personnel. Oui. Et il y a aussi la loi de la cause à effet, la loi de l'attraction, ce qui fait qu'on peut transformer certaines choses. Nous naissons avec un karma, auquel je crois. Par après, ça c'est une philosophie très bouddhiste. On peut transformer son propre karma. Mais est-ce que c'est souhaitable? C'est ça la question que je posais. Est-ce que le fait de vouloir transformer son karma est nécessairement une bonne chose? Une bonne chose lorsque ce karma est très mauvais, oui. Mais même, est-ce que la personne sait ce qu'elle doit faire? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs écoles. Alors, il y a l'école qui dit, voilà ce que je vois. Oui. Maintenant, il y a de plus en plus d'écoles qui disent, oui, mais pour pouvoir y arriver, pour que ça se produise vraiment, il faut faire ceci, cela, faire telle prière. Maintenant, on essaie d'aider la personne à réaliser son désir, en fait. Absolument, mais ça c'est la loi, en fait, la cause à effet, la loi de l'attraction, et qui est très prônée déjà par les Américains. Mais on se rend compte que cette loi d'attraction vient depuis des millénaires et qu'en fait qu'elle a été suivie par des gens tels que Confucius,
Et d'autres personnes, c'est la loi de l'attraction. Elle existait déjà bien avant, et on est en train de voir scientifiquement, et d'une manière qui est plus ou moins, elle peut être prouvée. Par exemple, une goutte d'eau, lorsque vous analysez une goutte d'eau, dans cette goutte d'eau, il y a une infinie de possibilités, donc ça dépend ce que vous dites au moment où vous buvez cette eau. D'accord. Et on analyse cette gouttelette, et cette gouttelette, elle peut être noire ou elle peut être blanche éclatante. Donc tout est énergie. Mes mots sont de l'énergie, vos mots sont de l'énergie, mes tarots sont de l'énergie, je travaille avec pas mal d'utiles, mais mes mots c'est de l'énergie aussi. Et les mots de mon consultant seront de l'énergie. Si cette personne est très négative, eh bien cette énergie va être négative et sa vie future risque d'en compatir. Oui. Voilà. Donc il y a des personnes qui se forgent une vie difficile, et, enfin je veux dire qui sont eux-mêmes les artisans de leur propre absolument. déclin ou leur Alors propre on peut parler de magie descente noire, aux enfers. on parle de magie noire extérieure, ça c'est encore un autre débat, mais il est évident que si quelqu'un ne vous aime pas, mais si vous êtes perméable parce que vous êtes très sensible, cela va vous atteindre. Oui, il y a aussi cette question-là, c'est vrai, vous avez raison. Par contre, si vous avez une personne qui vous aime, eh bien, vous êtes comme une fleur, vous éclatez comme une fleur. Et il y a des... enfin bon, le débat est long là-dessus, mais en fait, le mauvais œil, c'est quoi? On peut avoir le mauvais œil par soi-même. Par ses pensées négatives, on peut se donner un mauvais œil à soi-même. Donc autant, voilà, demander à l'univers ce qu'on veut, à l'âme qui est en soi, au divin qui est en soi. Nous avons tous un divin. L'âme, c'est le divin qui est en soi. Et ce qui est divinatoire, c'est ce qui est accès au divin, quelque part. Voilà. Donc, ça veut dire que avant de vouloir des choses, il faut déjà faire un nettoyage à l'intérieur. Enfin, je veux dire, il faut déjà travailler sur soi-même avant de se lancer dans des projets. Alors, c'est très vaste ce que vous me demandez là. Si vous pouvez préciser. Je veux dire par là, si la personne n'est pas dans un bon état intérieur, elle ne va pas vouloir les choses qui lui conviennent. Non, bien sûr, mais on peut très bien la diriger pour aller, par exemple, si elle n'est pas bien, la diriger vers un thérapeute. Oui, voilà, c'est ça que je fais très souvent. Donc vous dites, donc il y a des personnes, vous voyez bien qu'elles ne sont pas bien, donc avant de leur proposer vos services, il faudrait peut-être quand même qu'elles commencent par... Elles peuvent je peux leur rendre service en leur disant d'aller voir un thérapeute. Oui, voilà. Mais ce n'est pas pour cela, je vous dis, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui sont transformables. Mais auparavant, changez votre manière de penser, faites les deuils. À partir du moment où on n'a pas fait les deuils du passé, d'un amour passé, on ne sait pas refaire quelque chose sur une tombe d'un amour qui n'est pas mort. Donc il faut clôturer, fermer la porte pour faire une nouvelle rencontre, une belle rencontre. Vous entendez par là, parce que c'est intéressant ce que vous dites, vous entendez par là oui. Que ce n'est jamais forcément une bonne chose d'attendre que les choses s'arrangent ou que ça revienne. Je tire un peu trop loin, mais est-ce que ça veut dire que quelque part, votre expérience vous fait penser que c'est pas la peine d'attendre, il vaut mieux faire son deuil que d'attendre que les choses reprennent? Absolument, oui, je sens ça, enfin, c'est ce qui se ressort de votre propos, mais... absolument faire le deuil et pas courir après. Mais il y a des cas où ça ne vaut pas la peine d'attendre que ça recommence, ça ne vaut jamais la peine? Ça ne vaut pas la peine d'attendre? Si, est-ce que parfois ça vaut la peine d'attendre que ce qui a été arrêté reprenne? Alors ça, c'est très individuel. Non, mais j'ai l'impression que pour vous, ce n'est pas vraiment souhaitable. Ah non, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai parlé d'un cas où vraiment la personne ne peut pas revenir et que je vois bien des personnes qui sont des années là-dessus, sur ce blocage-là, et il n'y a personne qui les regarde parce que nous sommes énergie. J'ai une aura. Peut-être que vous ne la percevez pas. J'ai une aura, bonne ou mauvaise, ça dépend des jours. Et vous aussi, vous avez une aura. Donc si vous
vous êtes perturbé, vous avez une aura perturbée. Et si nous avons, mais les gens, l'individu, n'importe qui ne perçoit pas cette aura. Je sais que je vois les auras. Mais il y a des personnes qui sentent les auras. Donc si vous êtes mal, si moi je suis mal, je suis dans un mauvais jour, peut-être qu'on ne va pas venir me consulter. Parce que mon aura, je serai fatiguée, mon aura sera ternie. Donc je dois travailler là-dessus, je médite à ma manière. Donc voilà. Mais là, on passe à autre chose. La méditation est une chose très importante lorsqu'on fait le métier que je fais. Mais je ne suis absolument pas dans l'obscurantisme. Donc c'est quelque chose, voilà, je suis à la manière d'une philosophie très bouddhiste, tout en étant bien sûr de culture juive au départ, mais avec une pensée très bouddhiste, donc l'évolution de soi passe par évidemment un nettoyage personnel au niveau de la méditation que l'on fait sur soi. Et ça rejaillit sur les autres. Ce que je voulais dire, c'est que, Sarah, quelque part, on a quand même le voyant ou le conseil a une philosophie, une expérience de la vie qui va influer sur les conseils qu'il va donner à ses clients, quelque part, en bien ou en mal. C'est-à-dire que ce qu'il a compris de la vie, il va vouloir le faire comprendre à ses clients. Si par exemple il était dans une direction et que ça n'a pas été très satisfaisant, il aura tendance à vouloir éviter cette expérience à ses clients. Imaginons par exemple que vous ayez attendu quelqu'un, par exemple, je rebondis là-dessus, vous avez attendu, vous avez cru que les choses allaient reprendre avec quelqu'un, et puis ça ne s'est pas produit. Après, vous n'avez pas tellement envie de proposer à vos clients d'attendre le retour d'une personne, alors que vous savez que ça ne marche pas toujours. Je pose cette question comme ça de manière un peu ingénue, mais c'est vrai. Alors, c'est un petit peu comme un thérapeute. Un thérapeute, s'il commence à mélanger sa vie à celle de son patient, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Oui, mais... Donc, moi, d'abord, je me mets dans une bulle et ce n'est pas ma propre expérience qui ressort, non. Mais par exemple, en tant que femme, par exemple, même si on prend même le fait d'être une femme ou un homme, c'est aussi une expérience fondamentale dont on ne peut pas complètement se dégager. Je veux dire que nous ne pouvons pas complètement nous dégager de notre ressenti personnel par rapport à la vie. Est-ce que vous croyez que réellement on peut être dans une sorte d'état de neutralité? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'est pas quand même quelque part impliqué comme des parents, par exemple, qui éduquent leurs enfants? Ils sont marqués par quelque part quelque chose qui veulent que consciemment ou non, ils passent à leurs enfants. Alors, je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui peuvent passer, mais il ne faut surtout pas que cela arrive. Oui. Vous lisez, je lis un tarot, je prends une carte au hasard. C'est la maison Dieu, je n'aime pas aujourd'hui. Voilà, je préfère le mat. Oui. Le mat, qui est la carte de l'indépendance, qui est pour moi une carte de liberté. Et j'aime la liberté, j'ai besoin de liberté et la liberté de faire quelque chose de très personnel. Je suis une autodidacte en fait. Je n'ai pratiquement pas eu des cours de quoi que ce soit, pourtant je fais plein de choses. Et le mat, je n'aime pas suivre ce qui est dit dans les livres, mais le mat ne représente pas la liberté, effectivement, mais je peux la présenter par autre chose. Et c'est à partir d'une carte que peut-être l'expérience de ma vie personnelle et de ce que je suis, effectivement, va jouer. Mais mon inconscient et ma médiumnité va faire en sorte que si vous tirez cette même carte, je vais l'interpréter différemment par rapport à vous, parce que c'est vous qui la tirez. Oui. Et là, je suis en canal avec d'autres choses, avec mes guides, qui font que je vais l'interpréter différemment. Mais le mot liberté est un mot intéressant. J'en ai parlé tout à l'heure avec Hélène Kibaro, et l'idée de transformer sa vie ou d'obtenir ce qu'on veut, oui. C'est vraiment une philosophie de la vie. Ça, c'est presque, on dirait presque un primat. Au fond, l'important, c'est que les gens soient libres. Peu importe que ça ait des effets positifs ou négatifs, c'est pas l'essentiel. L'important, c'est qu'ils soient libres et qu'ils puissent aller là où ils veulent. Parfois, donc c'est un dilemme. Ça peut être une priorité, au fond. C'est un peu ce qu'elle me disait, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au fond, laissons les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, donnons-leur moyens de réaliser ce qu'ils leur veulent, d'aller là où ils veulent aller.
Et c'est déjà très important en soi de leur permettre d'être libres, quel que soit l'usage qu'ils en font. Je pense que c'est vraiment primordial, la liberté. Voilà. La liberté de choisir, la liberté d'aimer, la liberté d'aimer deux personnes, la liberté de quitter, la liberté avant tout d'être libre, de partir avec son baluchon propre, de faire ce qu'on a envie. Et ça fait que j'adore mon métier. J'adore mon métier depuis toujours, donc puisque j'ai des flashs depuis que je suis petite, depuis l'âge de 5 ans. Mais je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et par après, j'ai eu d'autres visions. Donc ma liberté est de croire ce qui est profondément en moi. Il y a ma culture, ce que mes parents m'ont inculqué. Mais par ailleurs, il y a ma liberté. Mais ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin, comme on dit. Oui, comme on dit. Voilà. Mais la liberté est très importante pour moi. Je suis quelqu'un de très libre. Mais il y a les aléas de la vie qui font que, comme tout, je suis tenue. Voilà, je travaille pour des personnes, pour une société de production. Et donc, il y a certaines contraintes que j'ai. Mais je reste libre de pouvoir partir ou rester. Ça, c'est sûr, vous n'êtes pas esclave. Mais il y a aussi la question de la femme. Les femmes, aujourd'hui, sont très marquées par cette envie de changer leur destin collectif, c'est-à-dire que demain, la civilisation ne fonctionne pas comme aujourd'hui, que la société leur accorde notre place. C'est-à-dire, les femmes sont prises dans cette spirale de liberté, de cette spirale de changement, souvent. Absolument, mais je crois que il n'y a pas que des femmes. Non, mais les femmes, elles ont tous. peut-être plus de vœux parce que leur situation leur plaît davantage, je ne sais pas, moi. Les femmes, on leur a quand même donné une certaine liberté après 68. Là, on est dans un autre débat. Et oui, elles ont eu beaucoup de liberté. Et maintenant, quelque part, alors là, on est vraiment dans autre chose. Peut-être pas, oui. Parce que les femmes souffrent, à mon avis, de leur liberté parce que les hommes les traitent parfois d'égal et égal. Or, c'est très personnel. J'aime qu'un homme sache que je suis une femme et qu'il me traite aussi en femme. Donc l'égalité a du bon homme-femme, mais l'égalité a quelque chose qui peut être, on peut devenir prisonnier de cette soi-disant liberté, parce que l'homme nous traite justement plus comme un objet de désir et qui nous ouvre pas la portière parce qu'on est d'égal à égal. Ou par exemple dans un restaurant c'est moitié-moitié, alors que j'adorerais être invitée. Et il y a plein de choses comme ça qui se font. Moi, par exemple, vous n'aurez pas moitié-moitié dans un restaurant avec un homme qui m'invite. Mais il y a des dames qui acceptent cela, etc. Donc voilà, mais on est dans un autre élevage. Excusez-moi, je ne suis pas certain parce que, effectivement, les femmes, bon, actuellement, vous savez, on discute beaucoup de la question du genre, la théorie du genre dans les écoles en France, etc. Effectivement, la liberté de ne pas être prisonnière des coutumes anciennes, des civilisations d'autrefois où la femme avait un certain statut et la femme il y a des femmes qui ne veulent plus entendre parler de ça, qui veulent se démarquer par rapport à cette image qu'elles ont. Et donc on retombe dans cette idée globale de notre discussion, à savoir les gens qui veulent changer. Alors on peut vouloir changer en tant qu'individu, mais aussi on peut vouloir changer en tant que groupe, on peut vouloir changer en tant que sexe. Et alors, on veut dire que si les femmes sont marquées par cette volonté de ne plus être marquées par le passé de leur sexe, ça peut aussi alimenter une volonté de changer en tant que personne. Mais je veux dire que c'est quand même un critère, le facteur changement est très parlant pour une femme, aussi bien en tant que dans son identité personnelle que dans son identité collective. Absolument, absolument. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sachez que nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Et si cette part, c'est le yin et le yang aussi, si cette part de masculin et de féminin est équilibrée, ça rend une personne très équilibrée. Donc, il faut le yin, le yang, une partie du féminin, une partie du masculin. Et nous l'avons tous. Mais il y a des personnes, il y a des hommes qui sont plus féminins que masculins, par exemple, sans être pour cela homosexuels ou gays, comme on dit actuellement. Et aussi bien des femmes qui ont plus de masculin que de féminin.
et finalement les contraires peuvent s'attirer. Voilà. Mais l'idéal, c'est d'avoir un petit peu des deux, tout en gardant sa propre identité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah ben, je comprends, je ne suis pas nécessairement d'accord, parce que je crois que un objet X n'a pas à être un objet Y. Je veux dire, c'est-à-dire qu'un produit qui sert je sais pas, par exemple, un produit qui sert à préparer la cuisine n'est pas un produit qui sert à laver la vaisselle. On est d'accord, oui, bien sûr. Donc il n'a pas à être les deux à la fois. L'huile qui permet de préparer les frites, c'est pas... Le symbole de l'yin et le yang, c'est ça, c'est les deux qui sont l'un dans l'autre, mais on reste essentiellement homme ou femme. Mais on a cette partie de nous où au moment du danger, c'est le masculin qui parle. Il y a un danger. Et au moment où on est mère, ou au moment où on aime, il y a la part de féminité, de douceur. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'une personne est intéressante parce que justement, elle est dans une certaine harmonie. Le gong a sonné, donc on va arrêter.